Bonsoir à tous. Eh bien, merci de nous avoir rejoints. Donc, merci aux personnes qui étaient avec nous pour célébrer cette nouvelle année autour d'une galette des rois. Et j'en profite tous pour vous souhaiter une très belle année 2025 parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire et il est encore l'heure, je crois. Oui, c'est ça, il est encore temps. Voilà, très belle année, très bonne santé, puisque c'est la thématique pour nous cette année, une année en santé pour nous-mêmes évidemment, mais également une année en santé pour l'environnement. Voilà, donc comme c'est le début de l'année et notre première conférence de l'année, je voulais simplement vous rappeler un peu les missions de la Fondation Evertea qui œuvre donc pour la santé de l'environnement et également pour la santé humaine en réduisant les pollutions. Et il faut savoir que cette année, on a eu, alors on ne va pas dire peut-être des belles victoires, on ne le dira pas comme ça, mais en tout cas, on a eu des belles actions. On a pu distribuer notamment une 40aine de prix jeunes chercheurs pour les encourager dans leurs travaux justement sur l'effet des contaminations sur la santé humaine et la santé de l'environnement. On a pu également organiser 2 congrès de recherche internationaux. Et ça, c'est pas rien. Et puis, on a pu organiser une 15aine d'événements pour vous, de sensibilisation, de communication sur place, sur Valence, et répondre à vos questions. Voilà. Donc l'année 2025, c'est une belle année. On a plein de projets. On va vous en parler tout au long de l'année. Et notamment, parce que je sais que vous l'attendez tous, et aussi parce que Jean-Baptiste reviendra à cette occasion. Donc je vous fais un petit spoiler. Ce sera le 16 avril et il sera avec nous à l'école de la Fondation où vous aurez l'occasion. Alors là, il faudra vous inscrire rapidement. On ouvrira les inscriptions au mois de février. Vous aurez l'occasion de discuter avec lui pendant 3 heures et vous ne serez que 10. Voilà. Donc ce sera l'occasion vraiment d'aller en profondeur sur le sujet et d'échanger avec lui sur les questionnements que vous avez et que vous pouvez peut-être pas tout à fait adresser dans ce genre de format. Voilà, eh bien j'ai tout dit. Aujourd'hui, le sujet, c'est perturbateurs endocriniens et on est extrêmement heureux de recevoir donc, le professeur Jean-Baptiste Fini, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, biologiste, spécialiste des perturbateurs endocriniens. Donc Jean-Baptiste a un curriculum vitae extrêmement grand. Donc il est effectivement spécialiste de neurodéveloppement, mais également spécialiste de la thyroïde. Il nous en parlera tout à l'heure. Et il a également participé à énormément d'expertises pour des agences prestigieuses, des agences nationales comme l'ANSES ou l'ANR, mais également des programmes européens. Voilà, j'espère que ça va et je lui souhaite la bienvenue et bonne session. Merci beaucoup, merci pour l'introduction. Tout d'abord, je remercie la Fondation, je remercie la ville de Valence en tout cas pour cette invitation. Je suis ravi de voir que ce sujet vous interroge. Peut-être que vous savez déjà beaucoup de choses. Donc je m'excuse auparavant si vous avez déjà beaucoup de connaissances sur le sujet. N'hésitez pas en tout cas à garder vos questions. On essaiera de garder un bon moment pour la fin. Donc vous allez voir, on a 2 parties distinctes. Une partie sur les perturbateurs endocriniens. Donc je vais vous rappeler un peu ce que c'est, d'où ça vient, quelques exemples historiques. Ensuite, on va faire un focus sur les perfluorés légèrement. Hein. Et puis ensuite, on parlera des plastiques. Plastique qui est un nouveau type de pollution, hein, nanoplastique, microplastique. Mais vous verrez que les 2 sujets sont quand même très liés puisque des perturbateurs endocriniens viennent des plastiques. Donc voilà, on est une unité mixte CNRS Muséum donc ça fait à peu près une 20aine d'années maintenant que nous travaillons sur le sujet des perturbateurs endocriniens et spécifiquement sur l'axe thyroïdien, donc la thyroïde et les conséquences que ça peut avoir. Donc pour rentrer directement dans le vif du sujet, il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien. C'est-à-dire on est exposé à des produits chimiques. Là, vous avez une représentation de barres. Chaque barre représente une femme enceinte américaine pour lesquelles on a dosé dans l'urine ou dans le sang différents types de produits. Ce que vous pouvez voir, c'est que globalement, tout le monde est exposé à peu près à la même chose. Hein. On a tous des phtalates. Les phtalates, c'est des assouplissants de plastique, donc des choses qui vont permettre de donner le caractère souple au plastique. Les pH, c'est les polyaromatiques. Vous voyez qu'on on en a aussi, c'est en vert. Vous avez les polybromés, qui sont des retardateurs de flamme que vous avez en orange. Les pesticides organochlorés, donc là, ce sont les pesticides persistants
C'est les premières et deuxième générations de pesticides. Normalement, les dernières générations sont moins impactantes, mais du coup, on en met plus et elles ont les effets sont plus larges. Donc, on ne sait pas si c'est beaucoup mieux. Les métaux lourds, et puis la cotinine qui est un métabolite de la nicotine et qui va plutôt être pour les fumeurs ou les fumeurs ou l'environnement. Les sources d'exposition, en fait, sont multiples. C'est-à-dire que la source principale, c'est l'alimentation. L'alimentation avec le solide, mais aussi liquide avec l'eau de boisson. Ensuite, vous avez les sols sur lesquels on cultive des denrées que nous pourrons ensuite manger. Donc en fait, là, on a une boucle. Dans notre environnement intérieur, on a l'air qui peut être pollué. L'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Et on ne fait pas forcément de distinction entre, on va dire, un environnement urbain ou rural, étant donné qu'on n'a pas le même type de pollution, mais en fait, l'air dans les campagnes peut être pollué aussi avec certains types de pesticides. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est global. C'est pas le même type de pollution, on a moins de particules fines, mais on a peut-être plus de pesticides. Et puis, est-ce que j'en ai oublié? Oui, les poussières, hein, les pourcières qui peuvent être des vecteurs. C'est ce que vous voyez ici. Les poussières, dust, c'est ce que vous pouvez avoir chez vous. Et ça va être des choses qui vont vectoriser, ça va attraper en fait des produits chimiques et ça va les mettre en suspension. Des produits, et c'est un peu comme ce que vous avez entendu avec le Covid, hein, les histoires de spray d'aérosol, en fait, ça fait un peu le même effet. C'est-à-dire que les poussières vont permettre de récupérer des produits chimiques et de les ingérer plus facilement. Alors, on a les risques d'une exposition à faible dose, parce que c'est tout l'enjeu en fait. On a bien sûr des choses qui existent, des règlements et des normes qui existent par rapport à des choses qui sont toxiques. Toxiques, ça veut dire qu'ils vont provoquer un effet de mort de la cellule, par exemple, ou des choses qui sont visibles. On prend des facteurs de sécurité et normalement on est tranquille. C'est ce qu'on a fait depuis les années 80. Mais la perturbation hormonale, donc c'est tout le sujet, des perturbateurs endocriniens, mais en fait c'est venu un petit peu perturber tout ça. Donc on a des produits qui sont perturbateurs endocriniens. On n'a pas une catégorie de produits qui sont des perturbateurs endocriniens. Là vous avez une petite fleur avec tous les produits dans lesquels on peut retrouver des perturbateurs endocriniens. Donc endocrinien, vous pouvez prendre un synonyme, hein, c'est hormonal. Donc on a des perturbateurs hormonaux parmi les retardateurs de flamme, parmi les plastiques, les antiadhésifs, donc les perfluorés par exemple. Vous en avez parmi les métaux lourds, vous en avez parmi les cosmétiques, les pesticides, les médicaments et bien sûr des hormones de synthèse type médicaments ou des hormones naturelles qui sont des perturbateurs endocriniens puisque ce sont des hormones. Et comme je vous le dirai plusieurs fois, les hormones en fait ont la particularité d'être extrêmement bien conservées dans l'évolution. Vous prenez un chien, un cheval, en fait tous les vertébrés, un poisson, une grenouille, un homme, on a tous les mêmes hormones. Les récepteurs, donc les protéines qui vont interagir avec sont différentes, mais les hormones sont les mêmes. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir comme quoi ces ligands, les choses que nous produisons en fait sont identiques. Et ces perturbateurs endocriniens, par rapport à ce que je vous disais sur quelque chose qui provoque une mort cellulaire, donc quelque chose de toxique, mais là en fait ça va perturber. Les hormones, faut que vous voyez ça comme des messagers chimiques. Les messagers chimiques qui vont permettre à deux organes qui sont distants, là, par exemple le cerveau, le foie, le pancréas, tout ça, ça va permettre de communiquer. Donc c'est un message hein, qui est envoyé d'un point A à un point B dans notre corps. Les perturbateurs endocriniens vont perturber la transmission de ce message. Soit c'est un faux message, un spam qui va arriver, vous recevez quelque chose et vous savez l'identifier, donc votre corps comprend que c'est quelque chose qui a un faux message, il n'y prête pas attention, mais il y a des spams qui sont bien faits et il y a des perturbateurs endocriniens qui font bien le job. On n'a pas le même niveau de discrimination de ces messages en fonction de notre vie. Quand on est petit, on est beaucoup plus sensible à des faux messages parce qu'on sait un petit peu moins bien les discriminer. Et donc on a, ce que je mets ici, des moments d'exposition, c'est important parce qu'on a des fenêtres finalement dans notre vie où on va être plus sensible à ces faux messages. Et puis ça peut aussi empêcher le message. C'est-à-dire vous avez un message vrai qui part d'un organe A à un organe B, et puis vous avez quelque chose qui empêche ce message d'arriver.
Vous avez le fait qu'on n'a pas de dose-réponse. Ça, c'est embêtant parce que c'est un des critères. Quand on fait de la toxicologie, on nous dit la dose fait le poison et plus je mets du poison, plus je dois avoir un effet. Ça, c'est remis complètement en cause parce qu'en fait, on ne voit pas forcément ça avec les perturbateurs endocriniens. On peut avoir des effets à faible dose. C'est illustré par exemple, quand vous avez une attaque, quelque chose d'assez gros, donc vous avez une armée qui attaque un château, n'importe quoi, vous avez une défense qui se met en place. Pourquoi ? Parce que l'attaque est visible, parce que vous avez votre corps reconnaît que c'est une agression. Donc à forte dose, finalement, vous avez un effet qui va être minime parce que peut-être que les défenses vont très bien marcher. A contrario, vous avez une ou deux personnes qui arrivent à s'infiltrer dans le château. Ils peuvent arriver à tuer le souverain. Et donc ces cas-là, l'effet est là, c'est-à-dire vous avez réussi l'objectif qui était de tuer le souverain, et pour autant il n'y a pas eu d'alerte, parce que finalement on a floué un petit peu le système. Mais c'est un peu la même chose. On peut avoir des produits chimiques qui leurrent le système et qui sont tellement à faible dose que notre corps reconnaît ça comme tout à fait normal. Et donc on ne comprend pas qu'il y a une agression. Et donc voilà, donc ça c'est ce qui peut expliquer pourquoi on a des effets des fois à des faibles doses et pas à des fortes doses. C'est pas systématique, hein. C'est-à-dire que vous avez quand même des perturbateurs endocriniens qui ont des effets bien systématiques avec une dose croissante. Et l'accumulation, plus on est vieux, plus on avance en âge et plus on va accumuler des produits. Parce que vous avez des produits qui tout simplement se stockent dans notre graisse. Et donc, pourquoi pour juste laisser ces produits hors de notre circulation sanguine et de ne pas attaquer nos organes vitaux. Finalement, on ne va pas accumuler dans les organes vitaux, ça va être accumulé dans les graisses la plupart du temps. Et ce qu'on n'accumule pas, normalement, on le relargue dans les urines. Donc, grosso modo, c'est plutôt bien fait. On ne va pas avoir de grandes quantités de produits chimiques qui va circuler dans notre sang. On en a un petit peu, mais c'est quand même pas des grandes quantités. D'un point de vue réglementaire, je voulais juste vous dire qu'on peut retirer des produits du marché au niveau européen depuis 2016, grâce à un guide et puis à des critères qui ont été décrits. Ces critères sont au nombre de 3. On doit prouver qu'on a un effet délétère, donc ça veut dire une maladie. L'exposition à tel produit provoque une maladie. Ça suffit normalement quand vous avez un cancérogène, parce qu'on connaît la maladie, c'est le cancer. Ici, on a plein de maladies. Donc en fait, on est obligé d'avoir un autre critère qui est que ça doit perturber un système hormonal. Alors là, vous en avez 4. EATS, c'est œstrogène en anglais, androgène, thyroïde et stéroïde, non sexuel, donc tout ce qui va être hormones du stress, etc. Et puis, vous avez le lien de plausibilité. Donc il faut prouver que vous avez une perturbation des hormones, vous prouvez que quand vous êtes exposé à ce produit, vous avez aussi une maladie, et il faut avoir dans la littérature scientifique des preuves, une plausibilité, quelque chose qui permet de lier la perturbation de l'axe hormonal et la maladie que vous avez ciblée. Je donne un exemple. Vous avez un diabète de type 2 quand vous avez 13 ans. Quelque chose d'assez rare. Vous avez été biberonné au bisphénol A. Le bisphénol A, quand vous faites des études sur la souris, vous montrez que le bisphénol A induit un diabète de type 2 chez la souris. Là, vous avez les 3 éléments, parce que vous avez l'exposition, vous avez la perturbation hormonale. En fait, parce que vous avez d'autres éléments qui vous permettent de montrer que vous perturbez, par exemple, un récepteur pancréatique, et vous avez ce lien de plausibilité avec l'effet chez la souris. Donc c'est pour ça que je vous ai mis 1 et 3, c'est des études épidémiologiques. Donc épidémiologiques, on suit les populations humaines, on va avoir des éléments de santé et on va faire des associations entre une exposition avec certains produits et des éléments de santé. Donc entre 1 et 3, vous le faites à partir d'études épidémiologiques. Et puis après, les liens entre 1 et 2, c'est-à-dire entre l'activité et puis un effet peut-être intermédiaire, vous l'avez avec des études de laboratoire. Et le lien 2 et 3, vous l'avez aussi avec des études de laboratoire. Donc des choses qui sont faites en milieu, on va dire, plus contrôlé. Je voulais illustrer aussi le fait que vous avez ces périodes critiques d'exposition.
En fait, on se pose des questions sur le fait qu'on a les 1000 premiers jours, hein, qui sont, vous avez entendu, une période critique d'exposition. C'est ce qu'on appelle la théorie du DOHAD, ou le Developmental Origin of Health and Disease, l'origine développementale de la santé et des maladies. Une période critique qui est vraiment connue, ce sont ces 1000 premiers jours, c'est-à-dire de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Là, on a tout ce qui doit être mis en place et mis en place. Le fonctionnement d'un vertébré, c'est le fait d'avoir une homéostasie, c'est-à-dire des niveaux hormonaux qui ne varient pas trop. Quand vous faites une prise de sang, vous avez un intervalle dans lequel vous devez avoir vos constantes. Bon, ça peut fluctuer pour des constantes, c'est un peu bizarre, mais on va dire que chaque personne est à peu près, va avoir peut-être ses constantes qui sont différentes de l'autre, mais on a des intervalles dans lesquels on sait c'est normal. Au-delà de ces intervalles, on a une pathologie qui peut arriver. Ben, c'est la même chose en fait. Là, on est en train de mettre tout en place. Pendant ces 1000 premiers jours, on va mettre en place le fait que notre référentiel est le fait que nos niveaux ne bougent pas. Parce que quand vous avez, par exemple, vous mangez trop de sucre, ben, ce qui se passe, c'est qu'on produit de l'insuline et on va stocker une partie du sucre sous forme de glycogène dans le foie. Ça, c'est la réaction physiologique. Donc, ce qui se passe après, c'est que le niveau de sucre dans le sang descend. Mais on a besoin de sucre pour le cerveau. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. Le fait d'avoir un pic d'insuline, c'est tout à fait normal. C'est une hormone, l'insuline. Okay ? Donc, on peut avoir des niveaux qui vont fluctuer, c'est normal. Mais à la fin, si vous regardez de façon générale, vous n'avez pas de sucre dans le sang. Vous avez des fluctuations. Si par contre vous avez du sucre qui reste dans votre sang, vous commencez à avoir des problèmes puisque vous allez développer un diabète. Et bien en fait ça peut être parce que vous avez un dérèglement. Et ce dérèglement peut arriver si à la base vous n'avez jamais, par exemple, vous ne produisez pas d'insuline. Ça c'est un diabète de type 1, c'est quelque chose qui est inné quand vous êtes petit, vous naissez avec ça. Diabète de type 2, votre insuline ne fonctionne plus trop, c'est-à-dire qu'elle n'est plus reconnue. Donc vous pouvez en produire beaucoup, mais finalement, il y a une sorte de réaction où votre insuline n'agit plus. Bien, les perturbateurs endocriniens, si on est exposé pendant nos 1000 premiers jours, bien, ça peut créer ce genre de choses. Et on estime qu'on a à peu près 1000 produits sur les 10 000, 100 000 qui existent sur le marché, qui ont ces propriétés-là. Donc on a des pesticides, des médicaments, les plastiques, on en reparlera, bisphénol, phtalates, ce sont les phtalates, donc vous avez entendu, ce sont des choses qui assouplissent les plastiques. Les anti-adhésifs, les imperméabilisants, que vous pouvez retrouver dans les poêles à frire, mais aussi dans les poudres anti-incendie pour éteindre les incendies ou les vêtements déperlants. Les retardateurs de flamme, et vous retrouvez aussi des perfluorés là-dedans, dans tout ce qui va être électroménager. Et puis les conservateurs, des choses dans les cosmétiques et le maquillage. Donc on a quand même quelques évidences que des produits peuvent perturber les hormones. Après, on n'a pas forcément les 3 liens qui sont nécessaires pour les retirer du marché. Mais on a quand même pas mal on considère que plusieurs sont suspectés. Sur les 1000, là, donc c'est l'ANSES qui a publié en 2021 une liste de 906 produits qui sont soit avérés, soit suspectés. Donc l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité des travailleurs et de l'environnement. En 2021, le Santé publique France a publié un rapport qui mettait en relation des événements de santé et le fait de dire est-ce que oui ou non on peut considérer qu'on a une perturbation finalement de nos hormones qui peut être à l'origine de ça. Et donc ils ont classé des maladies en fonction du niveau de preuve qu'on avait par rapport à une perturbation hormonale. Est-ce que oui ou non, quand je suis exposé à des produits, vous voyez, le classement des perturbateurs endocriniens. Et en fait, j'étais assez étonné parce que moi, je ne le savais pas quand c'est arrivé. L'endométriose est une maladie dont l'origine, donc hormonale, ça on le savait, mais par contre, dont l'origine par des perturbateurs endocriniens est relativement avérée puisqu'on a un niveau de preuve suffisant.
Vous pouvez voir que l'hypospadia et la cryptorchidie, je pense que sur le nombre que nous sommes, là, tout le monde connaît au moins un enfant qui a une hypospadia, une cryptorchidie, donc c'est chez les petits garçons. Une malformation bénigne, hein, mais qui est de plus en plus constante à la naissance, qui est une malformation. Donc l'hypospadia, c'est une malformation au niveau de la verge, où vous avez plein de petits trous, en fait, finalement, qui donc c'est des opérations bénignes qui se font à la naissance, ou tout de suite après. Et la cryptorchidie, c'est une non-descente des testicules dans le scrotum. Mais ce sont des choses qui sont en augmentation. Et donc ça, pour le coup, ça je le savais, ce sont des choses qui sont avérées en fait. On est exposé à certains phtalates justement pendant la grossesse et on peut avoir un petit qui souffre d'hypospadia ou de cryptorchidie. Il n'y a pas d'association entre ça et une infertilité après, en tout cas pas à ma connaissance. Vous voyez que vous en avez d'autres, hein, cancer du sein, diminution des points de QI. Donc on a quand même une évidence qu'on peut avoir des effets cognitifs entre une exposition à des produits chimiques et le fait d'avoir certains troubles cognitifs. Et voilà. Et donc vous voyez que vous avez d'autres maladies pour lesquelles nous avons des niveaux de preuve qui sont plausibles. Obésité, diabète de type 2, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, puis d'autres pour lesquels on a un niveau de preuve insuffisant, par exemple le syndrome des ovaires polykystiques ou les anomalies des dents. Vous savez, on a une déminéralisation qui est de plus en plus fréquente chez les enfants, où ils ont des taches. Les dentistes nous disent j'ai presque un quart des patients qui ont tous ces taches de déminéralisation. Et on n'a que quelques équipes qui travaillent dessus, mais on a une équipe française qui a montré que quand on est exposé à des plastifiants ou des plastiques, eh bien ça déminéralise les dents des souris. Est-ce qu'on est fait de la même façon que les souris? Pas tout à fait, mais en tout cas, il y a un lien entre cette minéralisation, l'émail, la formation de l'émail et l'exposition à certains produits. Et puis d'autres pour lesquels on n'a quasiment pas de documentation, donc une insuffisance ovarienne, voilà. Donc des choses sur lesquelles on devrait peut-être un peu plus mettre l'accent. D'un point de vue réglementaire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les réglementations actuelles, donc là vous avez les secteurs, donc là Plant Protection Products, ce sont les produits phytosanitaires en français, ou pesticides si on veut dire les choses par leur vrai nom, des biocides qui sont la même chose, sont des pesticides mais que vous allez utiliser chez vous, donc par exemple ce que vous mettez dans la prise pour tuer les moustiques. Et puis vous avez les cosmétiques, les additifs alimentaires, les matériaux en contact avec les aliments, l'eau, les jouets, la régulation pour les travailleurs et puis les médicaments. Ce que vous pouvez voir, c'est est-ce qu'on a une définition des perturbateurs endocriniens? Alors oui pour les pesticides et les biocides et oui pour les médicaments. Ça, en fait, donc ça date de 2019, hein, jusqu'en 2023, et la nouvelle réglementation où on va avoir l'obligation d'avoir sur les packaging contient des perturbateurs endocriniens avec un petit logo. Vous n'aviez pas de définition. Pour les autres, ça veut dire qu'on se base sur les anciens tests qui ont été développés dans les années 80, où je vous disais, on met les produits chimiques et puis on regarde si les cellules meurent. Et bien là, en fait, on n'a même pas de définition. Donc, forcément, s'il n'y a pas de définition, on n'a pas à demander des tests. On ne demande pas de tests pour mettre un produit chimique qui contiendrait peut-être, donc qui est contenu dans un pesticide. On est obligé de faire des tests complémentaires. Mais dans un cosmétique, il n'y a pas d'obligation, finalement, à faire des tests supplémentaires avant la mise sur le marché. La plupart des industriels font des tests supplémentaires. Donc c'est pas parce que c'est pas obligatoire qu'ils ne le font pas, mais en tout cas, certains ne les font pas, parce que c'est pas obligatoire. Donc on va pas mettre tout le monde dans le même panier, hein. Il y a des personnes qui vont aller plus loin que ce qui est demandé, mais si on se base sur la réglementation, nous n'avons pas de tests qui sont requis dans tous ces secteurs d'activité-là. Ce qui veut dire que quand vous avez un jouet sur le marché, vous avez une certaine liste d'exemptions en France, par exemple, vous avez votre petite norme NF, qui n'est pas la même ailleurs, mais dans cette liste-là, on ne va pas forcément regarder des produits qui perturbent les hormones. On n'a pas de tests spécifiques qui vont aller regarder si ça perturbe les hormones. Donc voilà. Donc, grosso modo, l'introduction que je voulais vous faire sur les perturbateurs endocriniens. Ça vient d'où? En fait, ça vient, ce concept, en tout cas, vient de Rachel Carson,
qui ne parle absolument pas de perturbateurs hormonaux dans son livre Printemps silencieux, qu'elle a publié en 1962. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi le titre s'appelle Printemps silencieux, c'est parce qu'elle s'étonnait de ne plus entendre les oiseaux chanter au printemps depuis l'épandage du pesticide DDT après la Seconde Guerre mondiale. Et donc le DDT, c'est ce pesticide-là qui permettait de tuer les moustiques qui étaient vecteurs du palu. Et donc l'OMS trouvait que ça marchait tellement bien qu'ils avaient même prévu d'épandre ça sur la Terre entière, en fait, histoire d'éradiquer le paludisme. Sauf que ça a eu l'effet secondaire finalement de fragiliser les coquilles des œufs. Donc il n'y a pas que pour les oiseaux, hein, ça fonctionne aussi pour les reptiles, ça fonctionne pour tous les ovipares. En fait, l'épaisseur de la coquille dépend des œstrogènes, dépend des hormones féminines. Ça, on ne le savait pas à l'époque, hein, mais ça, maintenant, on le sait. Et donc, le fait de mettre ce DDT, en fait, ça empêchait, et donc ça mimait plutôt l'effet œstrogénique, donc ça avait fragilisé ces coquilles. Et donc, les petits étaient mort-nés parce que l'éclosion se faisait trop tôt. Quand on regarde chez l'homme, il y a Barbara Cohn, qui est une épidémiologiste, qui fait donc ce lien entre 1 et 3, comme je vous disais, entre l'exposition au DDT pendant la grossesse, et puis la survenue de cancer, par exemple. Donc elle a suivi des femmes qui étaient enceintes entre 1960, enfin à partir de 1960 et jusqu'en 1998. Les femmes exposées au DDT pendant cette période-là, il n'y a pas d'association entre la quantité de DDT et le risque d'avoir un cancer du sein. Par contre, elle a suivi aussi les enfants, qui est donc la cohorte F1 entre 1960 et 2010, donc les enfants des femmes exposées. Ou les enfants exposés directement, mais en tout cas, chez ces enfants, donc a priori exposés pendant la période de susceptibilité des 1000 premiers jours, eh bien, il y a un doublement de l'incidence du cancer du sein. Et donc là, ça illustre bien que on n'est pas tous égaux et on peut être exposé aux mêmes produits. On n'aura pas forcément les mêmes conséquences si finalement le moment d'exposition n'est pas le même. Et puis le deuxième exemple historique de perturbateur endocrinien, c'est le distilbène. Donc le distilbène ou diéthylstilbestrol aux États-Unis, ou en tout cas son nom chimique. Vous voyez, ça ressemble à ça. Ça a été synthétisé en 1930, ça a été synthétisé en 1891, mais les effets œstrogéniques ont été décrits en 1936 par Charles Dodds, donc un chimiste, et il cherchait quelque chose qui pouvait remplacer les hormones féminines pendant la ménopause. Et il avait essayé plein de choses, les bisphénols, ça marchait mais pas trop, ça marchait mais il fallait mettre des grosses doses, et il a trouvé le distilbène. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait déjà trouvé les bisphénols. Et donc vous voyez qu'à l'époque, en fait, on pouvait trouver quelque chose et il n'y avait pas forcément de brevet. Pardon. Donc ça a été mis directement dans le domaine public. Donc des entreprises ont pu s'emparer de cette molécule et donc vendre ce distilbène comme quoi on pouvait l'utiliser et peut-être pendant la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'on a un couple de médecins, les Smith, qui ont vu que juste avant une fausse couche, on avait une chute en œstrogène. Et ils ont interprété ça en se disant, eh bien, ça doit être la cause de la fausse couche. Et donc, si on arrive à donner aux femmes tout le temps des œstrogènes, donc même si elles n'arrivent plus à en produire, eh bien, on va éviter les fausses couches. Et donc, on a commencé, je dis on, mais ce sont les médecins de l'époque qui ont commencé à prescrire ce distilbène pour éviter les avortements spontanés ou les fausses couches. Il n'y avait aucune preuve là-dessus. Hein. C'était vraiment basé sur juste une mauvaise interprétation en plus des médecins, puisqu'en fait ce n'était pas la cause, mais c'était déjà une conséquence de la fausse couche. Donc les gens en fait qui ont été soumis à cette pollution chimique, dès 1950, on a une étude qui dit mais finalement les gens qui prennent du distilbène et ceux qui n'en prennent pas, il n'y a pas moins de fausses couches. Donc ça ne marche pas. Donc ce pourquoi c'est prescrit, ça ne marche pas. Mais cet article-là, personne finalement n'y prête attention. Et en 1970, on a un médecin qui reçoit un couple, une mère et sa fille. Et la fille a un cancer extrêmement rare de cellules claires, donc au niveau du vagin.
Et la maman demande, est-ce que c'est parce que j'ai pris le Distilben pendant ma grossesse? Le médecin s'étonne de cette question, mais comme bon médecin, il décide d'investiguer la question et il commence à faire une enquête auprès de ses compères et il se rend compte qu'il y a énormément de cas de jeunes filles qui ont des cancers à l'âge de 13 ans, alors que c'est extrêmement rare, et que toutes les mères ont pris le produit. Donc, dès 1971, en fait, il y a une interdiction du Distilben aux États-Unis pendant la grossesse. C'est-à-dire qu'on ne doit plus utiliser ce produit-là. Et ça a été interdit en 1977 en France, donc vous voyez, ce n'était pas l'instantané au niveau de l'information comme maintenant. Ça a mis 6 ans en fait pour que l'interdiction soit aussi effective en France. Donc ça veut dire qu'on a 5 millions de personnes, enfin de femmes qui ont pris ce médicament. Chez les femmes qui ont pris le médicament, il n'y a pas de problème. Elles n'ont rien. C'est vraiment les petits, mais il n'y a pas que les petites filles, il y a aussi les petits garçons. Et on sait que la 3e génération, donc les enfants des enfants, sont également touchés. Alors ce qu'on a décrit, ce qui a été décrit en tout cas, il y a des anomalies du développement de l'appareil reproducteur, donc des utérus avec 2 cornes en fait, et des utérus qui se dédoublent, une stérilité dans les cas les plus extrêmes ou des cancers, comme je viens de vous le dire, de l'appareil reproducteur. Et chez le petit garçon, on a des anomalies du spermogramme avec une diminution du nombre de spermatozoïdes, une incidence accrue d'hypospadia et de cryptorchidie. Donc hypospadia, c'est les petits trous sur la verge, et la cryptorchidie, les testicules qui ne descendent pas. Donc vous voyez qu'en fait, on a des... Alors ça, c'est presque un cas d'école, parce qu'on a une maladie qui est rare, et qui est identifiée avec un médicament et quelque chose qui ne survient pas dans toute la population. C'est presque choisi. L'exposition est presque choisie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toute la différence et la complexité avec le monde dans lequel on vit maintenant. C'est que nous sommes exposés, mais on ne l'a pas choisi. On est exposé à plein de molécules en même temps en plus. Et donc, les maladies ne sont pas différentes de celles qui sont normalement les nôtres. C'est-à-dire, c'est une augmentation du diabète, c'est certains cancers un peu plus jeunes. Mais finalement, ça va se jouer à quelques années. On va se dire, ah bah c'est pas de chance, pourquoi moi? Mais voilà, on va pas pouvoir vraiment dire, à ce moment-là, en fait, c'est ça qui m'a rendu malade. Je le compare souvent avec une cigarette. Mon cigarette, c'est choisi, mais c'est pas une cigarette qui va donner un cancer du poumon, par exemple. On ne sait pas laquelle, à quel moment ça a fait. Il y a une bascule vers la maladie, on ne le sait pas. Mais les perturbateurs endocriniens, c'est pareil. Finalement, on est exposé toute notre vie, c'est comme une balance, puis au bout d'un moment, ça penche trop et on n'arrive plus à revenir sur quelque chose qui n'est pas pathologique. En fait, ce concept-là, finalement, on l'a compris qu'en 1991. C'est relativement récent. C'est la conférence de Wingspread qui est le point de départ des perturbateurs endocriniens. Et c'est cette dame, Theodora Colborn, qui est à l'initiative de ça. Elle avait lu pendant les années 80 qu'il y avait des problèmes de fécondité parmi les animaux. Elle avait entendu, bien entendu, toutes ces histoires autour du Distilben et du printemps silencieux. Et elle s'est dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de louper quelque chose là? Est-ce qu'on n'est pas en train de voir qu'on a des polluants chimiques? Et donc, elle a convié une vingtaine de toxicologues, médecins, tout le monde à Wingspread aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte, et en tout cas, ils ont fini la conférence en disant oui, on a une pollution chimique, oui, on a un nouveau type de polluant, et ce sont les perturbateurs endocriniens. Alors, en anglais, c'est endocrine disruptors, donc c'est pas tout à fait pareil. Un disrupteur et un perturbateur, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'un disrupteur, que ce soit en économie ou dans la langue française, en fait, c'est quelque chose où il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avez vraiment une modification en fait, du chemin de vie et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Perturbateur, on a cette idée qu'on peut peut-être avoir une réversibilité. Donc il y a une petite différence sémantique entre l'anglais et le français. A priori, on est plus proche dans les faits de ce qui se passe au niveau anglais. Une personne qui était présente à cette conférence, c'est Anna Soto. Donc Anna Soto est souvent en France, elle a à peu près 6 mois de l'année en France, elle travaille toujours, elle travaille à Boston aux États-Unis, et elle travaillait à l'époque sur le cancer du sein. Elle a travaillé ensuite sur l'exposition au bisphénol A et le développement de la glande mammaire. Et donc, à cette époque, elle avait mis au point un test qui s'appelle le E-screen, le E pour œstrogène, pour pouvoir tester des médicaments qui empêchent la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, vous voyez, le principe du test, c'était qu'elle mettait dans des puits
des cellules MCF7, donc c'est des cellules de cancer du sein qui sont immortalisées. Et le principe de ces cellules, finalement, c'est que quand on met de l'hormone dessus, elles prolifèrent. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Après 48 heures où on a mis de l'œstradiol, E2, vous avez beaucoup plus de cellules dans le puits dans lequel vous avez mis de l'hormone. Et le principe du test qu'elle était en train de développer, c'était qu'en même temps, finalement, qu'elle mettait l'hormone, elle mettait le médicament et elle voyait si elle empêchait la prolifération. Sauf que du jour au lendemain, elle a eu autant de cellules dans les puits où elle avait mis de l'hormone que dans les puits où elle n'avait pas mis d'hormone. Donc elle avait une prolifération des cellules dans les puits où elle n'avait pas mis d'hormone. Donc elle s'est dit, bon, bah, j'ai dû faire une contamination, donc elle a retiré tous les milieux de culture. Elle avait toujours cet effet-là, donc elle s'est dit, bah, je dois avoir une contamination au niveau de... Enfin, mes cellules ont dû dégénérer, elle a racheté des nouveaux lots de cellules, elle avait toujours le même effet, elle ne comprenait pas. Elle a vérifié tout son matériel, toutes les commandes et les références des commandes, c'était la même chose. Sauf que physiquement, en fait, elle avait vu une différence, c'est qu'elle avait un tube qui avant avait un bouchon qui était concave et qui était devenu plat. Donc elle a appelé la société pour lui leur dire, est-ce que vous avez changé quelque chose dans vos tubes? Parce que moi, physiquement, sur mon bon de commande, c'est la même référence, mais physiquement, je vois une différence. C'est-à-dire qu'avant, il était concave, maintenant, il est tout droit. Et ils lui ont dit, oui, on a rajouté quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, c'est fait pour empêcher justement les interactions entre ce que vous mettez dedans et le produit et le plastique. Donc heureusement, elle avait encore les deux types de plastique. Ils lui ont dit, non, mais on ne vous dira pas ce que c'est. Et donc, elle a découpé les plastiques, elle les a donnés à des chimistes pour analyse. Et ils ont vu un énorme pic qui n'existait que dans les nouveaux tubes et pas dans les anciens, qui est le nonylphénol. Nonylphénol qui est un surfactant, quelque chose qui va se mettre entre deux états. Donc là, le solide et l'air, par exemple, dans le tube. C'est ce que vous avez aussi quand vous passez la serpillière. Donc tous les agents de surface, les tensioactifs, ces choses qui se mettent entre l'air et l'eau, entre l'eau et le sol. Donc vous le lavez dans votre eau, vous lavez le sol, et puis vous avez cette petite couche brillante qui va se retirer. Bon voilà, ce genre de choses en fait. Sauf que là, vous le mettez directement en contact avec les cellules. Et en fait, elle s'est rendue compte que ce produit-là, à très faible concentration, à des concentrations qui sont de l'ordre du picomolaire, c'est du 10-12 molaire, je ne sais pas comment vous dire, c'est 1000 milliards plus petit qu'une mole, quoi. Donc c'est vraiment c'est plus petit que ce qu'on a dans le sang au niveau hormonal, qui est de l'ordre du milliardième de mole. Et bien c'était suffisant finalement pour induire la prolifération des cellules humaines. Donc déjà en 1991. Et donc elle a fait la manip où elle a tout fait en même temps. Donc des puits où elle n'a pas mis... Donc ça c'est un autre tube d'une autre marque, Contrôle. Elle a mis des puits où elle n'a pas mis d'hormones et puis des puits où elle a mis d'hormones. Et là vous avez le nombre de cellules qui sont comptées. Donc là j'ai beaucoup plus d'hormones quand je mets, de cellules quand je mets de l'hormone, c'est normal. Je prends le tube de ma marque Corning là, et le tube non modifié, donc c'est-à-dire qu'il y avait le bouchon concave. Et bien là, de la même façon, je ne mets pas d'hormones, je n'ai pas de prolifération, je mets de l'hormone, j'ai de la prolifération. Et dans le tube modifié, en fait, je ne mets pas d'hormones, j'ai de la prolifération quand même. Donc elle avait bien prouvé que ça venait vraiment de là. Et c'est la première fois, finalement, 1991, qu'on voit que le plastique peut libérer des choses. Tout n'est pas inerte, en fait, dans le plastique. Et donc, bon, voilà, ça avait fait trace. À cette époque-là, il y a eu aussi une discussion sur comment on définit un perturbateur endocrinien. Et donc, vous avez cette définition qui est que c'est une substance ou un mélange de substances qui va altérer les fonctions du système endocrinien. Donc ça, c'est pour lui ou sa descendance. Et donc, ça a été repris par l'OMS en 2002. Donc, le système endocrinien, juste pour que vous ayez en tête, ce ne sont pas que les gonades, ce ne sont pas que les hormones sexuelles, vous en avez plein. On en estime à une 50aine d'hormones, elles sont à peu près toutes décrites. On ne sait toujours pas si les cytokines doivent rentrer dans les hormones, on dit que non, mais ce sont quand même des messagers chimiques. Et vous avez donc des glandes spécifiques qui vont... toutes les cellules vont être endocrines, ça veut dire qu'ils vont produire des hormones. Et puis, vous en avez certaines qui, vous avez par exemple le tissu adipeux qui produit de la leptine. La leptine, c'est le coupe-faim, c'est l'hormone coupe-faim que vous avez naturellement, c'est-à-dire quand vous avez fini de manger, vous avez une production de leptine par votre tissu adipeux. En fait, ça va donner le signal de satiété. En fait, ça a été décrit relativement récemment, c'était dans les années 90 qu'on a eu le gène de la leptine qui a été découvert. Vous avez la gréline, qui est l'inverse finalement, c'est celle qui est produite par l'estomac et qui va vous permettre d'avoir faim.
Puis vous avez tout ce qui est produit par des organes, mais qui ne produisent pas que des hormones. Et puis on a la fameuse insuline qui est faite par le pancréas. Nous, on travaille spécifiquement dans mon laboratoire donc sur l'hormone thyroïdienne. Ce qui est intéressant avec l'hormone thyroïdienne, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est conservé. Et il n'y a pas que l'hormone qui est conservée, c'est le fait qu'on a un pic dans notre vie. Chez nous, les hommes, les humains en tout cas, c'est 3 jours après la naissance. On va dire 3-4 jours. Et on vérifie chez tous les bébés qui naissent en France que tout le monde a bien eu son pic d'hormone thyroïdienne, parce que si on laisse finalement l'hypothyroïdie congénitale, ça ne se voit pas chez un enfant, c'est un enfant qui n'a pas d'hormone thyroïdienne. Si on laisse développer cet enfant, en fait, il va développer le syndrome du crétinisme, donc il ne va pas grandir, et il va avoir un QI entre 30 et 50. C'est pour ça qu'on parle de crétins et de crétins des Alpes, parce que on avait plus de crétins, d'enfants atteints du syndrome du crétinisme, dans les montagnes où on n'avait pas accès à de l'iode. Et l'iode est nécessaire, là vous voyez, une hormone thyroïdienne, il y a 3 atomes d'iode. Si vous n'avez pas d'iode, vous ne pouvez pas faire d'hormone thyroïdienne. Et donc dans les montagnes, en haut des montagnes, on avait en fait plus de cas de crétinisme. Donc, excusez-moi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce pic a lieu chez tous les vertébrés. C'est ce qui permet à la grenouille de devenir une grenouille. Donc un tétard qui devient une grenouille, c'est grâce à un pic en hormone thyroïdienne. C'est ce qui permet aussi la maturation du cerveau chez la souris. Et c'est le professeur Laudet qui a découvert en 2021, donc c'est quand même relativement récent, que c'est ce qui permet d'avoir le nombre de bandes blanches en fait, sur les flancs du poisson clown. Donc ça, on ne le savait pas. Donc c'est un nouveau rôle des hormones. Vous voyez, on ne connaît pas tout sur les hormones encore maintenant. Et c'est ce qui permet aussi la maturation du poisson chirurgien, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu. Donc on a tous, donc que ce soit le poisson, la souris ou la grenouille, on a tous une glande thyroïde qui produit la même hormone. Donc c'est assez intéressant. Et on a tous besoin d'iode qui vient de l'extérieur. Ça fait 450 millions d'années que c'est comme ça. Et ça a été conservé et tout le monde a développé la même chose, une glande thyroïde. Donc il y a un avantage, c'est que finalement on a une glande qui se développe et qui permet en fait c'est concomitant avec l'apparition de la tête chez les invertébrés et après chez les vertébrés. Il y a des effets en fait pour faire un lien entre hormones thyroïdiennes et développement neuronal. Le fait qu'on a ces 1000 premiers jours. Vous aviez donc cet article du Times qui disait que comment les 9 premiers mois de votre vie finalement vont façonner toute votre vie si on est exposé. Là, on a des liens, des choses qu'on ne savait pas. C'est que, ok, les hormones thyroïdiennes à la naissance, c'est important, puisque des enfants qui sont diagnostiqués, on va leur donner des hormones thyroïdiennes pour leur vie. Mais on commence à se rendre compte que finalement, même avant la naissance, on a un lien entre le niveau hormonal de la maman et le QI de l'enfant. Alors ça ne se joue pas à grand-chose, hein, c'est quelques points de QI, mais quand même. Donc là, par exemple, vous aviez Pop en 99 qui disait que la thyroxine, donc c'est la T4, hein, c'est ce que tout le monde prend quand on a un problème de thyroïde, eh bien, un faible niveau chez la maman était associé avec un développement psychomoteur chez l'enfant qui était altéré. Vous aviez un temps de réaction aussi des enfants qui est altéré quand la maman a moins d'hormones thyroïdiennes pendant la grossesse. Et il y a un article qui a fait date, qui est celui de Tim Corriver en 2016. Je vais vous montrer les graphes ici. En fait, qui montre que quand la maman a trop d'hormones ou pas assez d'hormones, eh bien, en fait, il y a quelques points de QI en moins chez l'enfant. Donc, c'est une association entre le QI de l'enfant à 6 ou 8 ans et les niveaux de la maman pendant la grossesse, pendant le début de la grossesse. Parce qu'après, pendant le milieu de la grossesse, il n'y a plus d'association. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que si la maman a entre 12, donc là, c'est des picomoles par litre, mais c'est pas ce qui est intéressant, entre 12 et 20, vous avez une maximisation du fait que votre enfant a un QI supérieur à 100. Donc, vous voyez, le QI est moyen est entre 103 et 104, et 105. Ce qui est tout à fait normal, hein, le QI moyen c'est 100, donc on est même un peu au-dessus de la moyenne. Et quand on s'éloigne en fait, au niveau de ces hormones-là, vous voyez que, eh bien, on a une plus grande disparité et surtout on a quelques points de QI en moins. Donc on est un peu légèrement en dessous de 100. Donc c'est pas énorme, hein, 5-6 points de QI, ça se voit pas. Hein, quand vous parlez avec quelqu'un qui est 95 ou 100, vous le voyez pas la différence. Mais par contre, sur une population, mais on peut s'interroger, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'a pas une perte de capacité cognitive générale de l'ensemble de la population, ce qui fait qu'on a un peu moins de surdoués, on a un peu plus de gens aussi dans les extrêmes de la courbe,
qui sont déficients. Et donc l'autre, c'est la même chose, mais il faut que j'accélère. Je me rends compte que je suis un peu trop bavard. Et donc, juste pour vous montrer, bon, c'est un axe qui est complexe, hein, les hormones thyroïdiennes, vous avez la glande au milieu, il y a un rétrocontrôle qui se fait au niveau du cerveau, tout ça. Et juste les petits points jaunes, là, c'est des niveaux d'interaction des produits chimiques. Les produits chimiques peuvent interagir à plein de niveaux, donc à la synthèse de l'hormone dans la glande, au niveau du cerveau, donc hypothalamus et hypophyse. Vous avez aussi la métabolisation qui peut être altérée au niveau du foie. Et si vous avez une femme enceinte, on a même le transfert de ces hormones, donc par des protéines spécifiques, qui va être altéré. Donc je vais vous donner un exemple de ce qu'on a, sur quoi on a travaillé. Le chlorpyrifos, c'est un pesticide qui a été utilisé longtemps en Europe, qui a été interdit en 2021, 2022 aux États-Unis, et ça a été utilisé notamment dans les orangeraies, dans les Florides, et nous en France, c'est plutôt sur les épinards. Les effets qui avaient été relatés en fait, par des études épidémiologiques, c'était que les enfants des orangeraies, qui vivaient dans les orangeraies aux États-Unis, avaient 5 fois plus de risques d'être autistes que l'ensemble de la population. Et ils avaient mis en relation l'exposition avec ce chlorpyrifos et ces événements cognitifs. Et vous voyez que là, c'est l'exposition prénatale avec ce pesticide organochloré chlorpyrifos qui faisait des tremblements chez les enfants. Vous aviez aussi des associations qui sont faites sur la structure du cerveau, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais juste, voilà, vous aviez des anomalies et un autisme. Enfin, un autisme, oui, un risque d'autisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a dans des événements contrôlés, donc au laboratoire, on recrée ça sur des souris, on expose au chlorpyrifos et on arrive à avoir des souris qui ont des comportements autistiques. Et donc nous, on s'est intéressé de savoir, est-ce que finalement, on n'a pas un effet sur les hormones thyroïdiennes, puisqu'on sait qu'on peut aussi avoir des liens entre hormones thyroïdiennes et ces traits autistiques-là. Donc nous, on utilise le tétard. Donc vous avez compris, le tétard, c'est un super modèle, puisque en fait, si vous mettez un médicament antithyroïdien qui est utilisé chez les hyperthyroïdiens humains, vous le donnez à un tétard, en fait, il ne devient jamais une grenouille. Ça reste un tétard, il grossit comme tétard, et ça devient un super gros tétard, mais voilà. Il ne peut pas se métamorphoser parce qu'il ne produit pas son hormone. Donc c'est un très bon modèle. On a mis au point un test qui est maintenant au niveau international, qui s'appelle le test Xeta. Je vais juste rapidement, hein. On met de l'hormone dans l'eau, le tétard s'allume, on met de l'hormone avec un produit chimique. Si le produit chimique empêche l'action, eh bien ça s'éteint, on voit moins de fluorescence, mais on peut voir l'inverse, c'est-à-dire on peut voir plus de fluorescence. Et comme je vous ai montré juste avant, quand la maman elle a trop d'hormones, c'est pas bon non plus. Donc ça ne veut pas dire que ça va forcément être bon. Ben là c'est ce qu'on a vu. On prend donc ça, chaque petit point c'est un tétard, c'est la quantification de la fluorescence qu'on avait dans un tétard. Et donc vous voyez qu'un tétard qui n'a pas d'hormone, ben, voilà, on est à 50, et un tétard qui a vu de l'hormone, on est à 100. Donc ça c'est la T3. La T3 c'est celle qui a 3 atomes d'iode. C'est l'hormone thyroïdienne qui a 3 atomes d'iode, c'est celle qui va agir. Et quand on expose au chlorpyrifos, eh bien on voit plus de fluorescence. Ok. Donc ça, là-dessus, on peut juste dire que le chlorpyrifos, ça a l'air de perturber les hormones. Ce qu'on savait aussi, c'est que dans nos mains, le chlorpyrifos pouvait, en tout cas les hormones thyroïdiennes pouvaient perturber le mouvement des tétards. Donc on se dit, on va regarder ce que fait le chlorpyrifos sur le mouvement. Donc là, on prend des petits tétards, on les met un par puits, dans des plaques 12 puits, et on utilise ce genre de machine là, où on va voir de la lumière qui va arriver dessous. Et donc les tétards vont bouger, je vais vous montrer la courbe. Les tétards bougent quand on met de la lumière, puis ils ne bougent plus quand on ne met pas de lumière, et puis ils rebougent, puis ils ne bougent plus, puis ils rebougent. Enfin, vous voyez, toutes les 30 secondes, on change, mais en fait, eux, ils réagissent toujours au stimuli. Et puis, quand on expose les animaux au chlorpyrifos à des concentrations faibles, en fait, ils sont hyperactifs. On a une hyperactivité, c'est-à-dire que même quand on est dans l'obscurité, où là, normalement, ils ne bougent quasiment plus, ils bougent presque comme des contrôles quand ils sont en phase d'activité. Et quand on les excite, alors là, ils sont encore super plus forts. Donc vous voyez que c'est très significatif à chaque fois. Et quand on expose à une concentration un peu plus forte, mais qui est ce qu'on retrouve sur les épinards, eh bien en fait les tétards là réagissent même plus, c'est-à-dire qu'on met de la lumière, on ne met pas de lumière, en fait ils sont tout le temps actifs. Et donc là, concrètement, il se passe quelque chose sur le système nerveux, même du tétard. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été publié, et on pourra en rediscuter si vous voulez. Encore M. Laudet, qui lui a montré quelque chose qui montre que même si on perturbe un élément d'un écosystème, en fait, ça peut perturber un écosystème complet. Lui, il s'intéresse aux poissons chirurgiens dans les lagons à Tahiti.
C'est un bon modèle d'étude, hein, j'imagine. Il prend donc, vous voyez, ces petits alevins viennent de l'océan. Ils passent la barrière du lagon. Et puis, donc ça, c'est dépendant d'un pic en hormones thyroïdiennes. Et ensuite, il y a une maturation de ces petits poissons chirurgiens et vous avez l'apparition des bandes noires sur le côté. En fait, il se rend compte que le fait que les poissons chirurgiens deviennent matures, bah, ça leur permet de changer d'alimentation. Et là où ils filtrent juste l'eau, après, ils commencent à brouter des algues. Le fait qu'ils broutent les algues, bah, en fait, ça empêche ces algues de coloniser les coraux. Et en fait, l'utilisation du chlorpyrifos à Tahiti ou ailleurs d'ailleurs va perturber la maturation de ces poissons chirurgiens. Et donc, on n'a plus de poisson adulte qui peut brouter les algues. Et donc, en fait, on a une prolifération des algues qui va tuer les coraux. Et donc là, vous voyez qu'un pesticide qui perturbe un poisson, bah, en fait, ça va engendrer aussi la mort des coraux. Je vais juste vous parler un peu des perfluorés, parce que bah, on est tous concernés par ça. Hein. Vous avez, si vous voulez aller regarder la carte d'Europe de la contamination, ça a été sorti en début de l'année 2022. Donc les perfluorés sont des polluants éternels, ce sont des choses qui sont retrouvées parmi donc, plein de choses. Hein. Et puis donc, vous avez pas mal de journalistes qui sont à l'origine de ça, et Stéphane Aurel du Monde. J'ai fait une petite recherche pour regarder à Valence. Et donc vous êtes en eau douce, vous avez 21 nanogrammes par litre, donc ce qui est pas négligeable, mais ce qui est moins que certaines villes. Donc on estime que les hotspots sont à 100 nanogrammes, donc le maximum en fait autorisé c'est 100 nanogrammes, mais ça veut dire que vous en avez quand même aussi dans les eaux de source et dans les eaux souterraines. Donc voilà, ça c'est le genre d'informations que vous pouvez trouver. Si vous allez sur le site du Monde et que vous tapez perfluoré Forever Chemicals Project ou un truc comme ça. Donc on a des questions. Quels sont les effets sur notre santé d'être exposé tout le temps à ces polluants dont on ne peut rien faire, hein, parce qu'ils s'accumulent dans les sols, mais ils s'accumulent aussi chez nous. Et puis on a par exemple ici la contribution de la pandémie. Puis la semaine dernière, donc le 14 janvier 2025, hein, le Monde a évalué le prix de la décontamination. Combien ça coûterait aux sociétés de retirer tout ce que 3M et les autres compagnies ont pollué, enfin les pollueurs de nos sols. Et donc on est à 100 milliards d'euros par an, le coût de la dépollution de ces perfluorés. Donc autant dire que ça ne sera pas fait. Et encore, ça c'est si on le commence maintenant. Donc nous, on s'est intéressé à savoir, donc, est-ce que ça a des effets pendant la période que vous avez compris était critique, hein. Et donc, on a utilisé 2 perfluorés qui sont pourtant connus depuis très longtemps. Hein. Le PFOS, le PFOA, je vous ai mis le PFOS, vous avez une convention qui s'appelle la Convention de Stockholm, qui est signée par quasiment tous les pays, et on s'engage à ne plus utiliser ces produits parce qu'on sait qu'ils sont trop persistants dans l'environnement, et donc on ne pourra jamais s'en défaire si on commence à les produire. Donc depuis 2009, tous les pays signataires se sont engagés à ne plus utiliser le PFOS. C'est encore utilisé dans certains cas. Et les PFOA, qui étaient utilisés dans les poêles, vous voyez maintenant beaucoup sans PFOA, mais en fait il y en a 22 des perfluorés. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas cela, peut-être que les autres ont des effets et peut-être moins décrits. En tout cas, nous on s'est intéressé à ceux-là parce que c'est ceux qui étaient les plus communs et c'est ceux qu'on retrouve le plus dans les fluides humains. Et donc là on a exposé donc des souris avec les perfluorés. Je vais vous la faire courte, c'est juste pour... on s'intéressait à la sclérose en plaques et à la myéline. La myéline, c'est la sclérose en plaques, pardon, c'est une dégradation des cellules qui entourent les neurones. Ces cellules qui entourent les neurones, c'est ce qui forme la gaine de myéline et c'est ce qui permet finalement à l'information de nos neurones d'aller très vite. Quand on n'a pas ça, eh ben en fait, on est obligé d'être dans un fauteuil roulant et ça fait des plaques et on a donc la sclérose en plaques. On a montré pour la première fois que quand on donne les perfluorés à la maman, en fait, dans la gaine de myéline des petits, eh bien, on retrouve ces perfluorés. Donc vous voyez, là, ça c'est la quantification du PFOS dans la gaine de myéline des petits. Ils sont les nouveau-nés. Donc c'est par la maman. Donc ça veut dire que le placenta n'est pas un filtre absolu. On arrive à avoir ces produits qui traversent et on a un effet donc, au niveau... Et ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que vous voyez le perfluoré PFOA, en fait, qui est son cousin, mais franchement, ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, eh bien, ils s'accumulent moins. Et quand on pose la question à des chimistes, ils nous disent « bah oui, mais c'est normal, il n'y a pas tel groupement, etc. » Donc, finalement, eux, ça ne les étonne pas. Nous, on ne comprend pas pourquoi celui-là, ça s'accumulerait plus et pas l'autre.
Et vous voyez que même chez les contrôles qui n'ont pas été exposés, hein, en fait, on en a naturellement dans notre environnement. Et sur les plastiques, je vais juste vous dire 2-3 mots, parce que en fait, les plastiques sont des vecteurs naturels finalement de produits chimiques. Et donc on a à peu près 440 millions de tonnes, là c'était des chiffres de 2015, mais à l'heure actuelle, 2024-2025, on est à 440-460 millions de tonnes qui sont produits annuellement. C'est quelque chose qui est en pleine expansion. Si vous regardez les courbes, je l'ai retiré, les courbes, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'on produit de plus en plus de plastique. Je ne sais pas si vous avez suivi les histoires du traité international en Corée du Sud au mois de novembre. Ça s'est fini par un échec finalement. On n'est pas arrivé à avoir un consensus au niveau international pour la réduction de la production de plastique. Le plastique, c'est quoi ? En fait, ce sont donc les déchets par plastique. Vous voyez que c'est principalement de l'emballage. Okay, donc des choses qui sont à usage unique quasiment. On les prend, c'est juste emballé, on les jette et ça se retrouve dans la nature. On a 87% en fait de ce plastique qui est mal géré parce qu'on ne sait pas le recycler, qui va se retrouver dans la nature et la plupart du temps, ça se retrouve soit dans les rivières, soit dans les océans. Je vais aller vite, ça je vous passe. On a 94% du plastique qui vient de la pétrochimie. Donc en fait, encore à l'heure actuelle, même si on dit oui, on peut avoir du plastique biosourcé, en fait, ça vient principalement du maïs, en fait, du pétrole. On a un tout petit peu qui vient du maïs, on a 6%, et donc c'est ce qu'on appelle les biosourcés. Mais on peut faire du plastique conventionnel, avec du maïs, quoi. Donc, et un plastique qui est produit à partir de pétrole ou à partir de maïs, c'est du plastique. Et donc dans l'environnement, il a la même chose. On a juste réussi à faire d'autres types de plastiques, qu'on considère des plastiques un peu plus dégradables, mais en fait, donc ça c'est ce qu'on vous vend, on vous dit, vous avez finalement des plastiques qui sont non biodégradables et qui sont basés à partir de pétrole, donc c'est les plastiques conventionnels type polyéthylène, polypropylène, polyéthylène, terephthalate, et puis vous avez les plastiques qui sont biosourcés et biodégradables, et donc là on vous dit le PLA. Le PLA, c'est super, c'est l'acide polylactique. Donc, c'est ce qui est utilisé dans les imprimantes 3D. C'est des sacs que vous pouvez retrouver à Carrefour, des trucs comme ça. On vous dit c'est génial. Sauf que, en fait, dans les faits, le PLA, voilà, vous voyez, on met un sac plastique pendant 1 an et demi dans l'eau et on regarde comment le poids est modifié. Et vous pouvez voir que le poids, après presque 400 jours, vous n'avez absolument pas de modification du poids. On fait qu'il n'est pas dégradable dans la nature. Il faut l'aider, il faut que ça soit dans un système industriel avec une certaine température. Et donc d'un côté, on a les plastiques qui sont dégradables, comme celui-là, là, le PLGA, qui va petit à petit se fragmenter. Et puis, on a ceux qui restent en macro-déchets. Mais finalement, les deux posent un problème. Parce que d'un côté, si on prend un plastique, c'est plein de petits bouts. En fait, c'est des maillons. Vous rajoutez des additifs. Et puis, vous pouvez avoir une fragmentation qui se fait que le plastique, vous ne le voyez plus. Mais après, vous avez les histoires de micro et de nanoplastiques. Et on entend de plus en plus parler maintenant qu'on peut avoir des effets de ces micro et nanoplastiques sur la santé. Et donc, finalement, les phtalates, hein, par exemple, typiquement, ou le bisphénol, c'est un petit carré vert, là, et le phtalate, c'est un petit rond jaune. Donc, quand on parle des additifs et des plastifiants dont on a parlé juste avant, en fait, on se retrouve avec ce genre de choses. Je vais peut-être pas trop continuer. Si, un petit peu, je peux un petit peu. Juste pour vous dire qu'on retrouve par exemple le phtalate DEHP qui est un phtalate même en Arctique. Donc là vous voyez baleine bleue, la baleine à fanon, l'ours polaire. En fait dans des contrées où on n'a pas de production, il n'y a pas de cosmétiques et on retrouve des phtalates dans les fluides et dans le fluide des mammifères marins ou terrestres, mais au niveau arctique. Donc il y a une pollution qui est générale avec ces produits-là. Celui-ci, il est considéré maintenant en Europe comme très problématique, et donc on a réduit considérablement l'utilisation et le domaine d'application de ce produit-là. Mais bon, le mal est fait, j'ai envie de dire, c'est déjà fait. Et donc si on regarde ce que vous avez entendu, ça fait peur souvent. Mais on est contaminé en fait par des plastifiants. Donc ça, c'était 2019 Santé publique France qui nous disait qu'on avait des parabènes, des phtalates et des bisphénols. Donc tout ça, ça peut être retrouvé dans des plastiques et donc on est tous contaminés par ça.
vous aviez cette idée qu'on avait 5 grammes de plastique avalés par semaine, donc ça c'est faux. En fait, ça c'était vraiment un effet d'annonce. Les vrais chiffres, c'est plutôt 5 mg par an. Mais quand même, on est quand même en train de consommer ça, donc c'est une mauvaise interprétation. Donc ça faisait une carte bancaire par semaine, enfin c'était énorme. Mais c'était mis en relation avec cette augmentation de plastique, quoi. Et puis en janvier de l'année dernière, on avait cette idée qu'on avait plein de plastique dans l'eau embouteillé, donc ce qui est probablement vrai, mais là on parle de nanoplastique. Donc les nanoplastiques, hein, si vous voyez, c'est vraiment le plus petit maillon de la chaîne. C'est-à-dire que nano, c'est 1000 fois moins gros que micro, qui est 1000 fois moins... Enfin, du coup, forcément, plus on regarde petit, plus on en a. Forcément, c'est mécanique, puisqu'on prend quelque chose, on le fragmente en quelque chose de beaucoup plus petit. Donc, par contre, les effets sur la santé des nanos, on ne sait pas. Ce qu'on sait, et ce que je peux vous dire, c'est qu'une cellule, ça fait entre 10 et 20 micromètres. Donc, qu'on ait des molécules qui fassent 1 micromètre, 2 micromètres et qui rentrent dans notre corps, on peut se poser la question quand même. Parce que là, ça peut vraiment, c'est au niveau de l'échelle, on est à l'échelle de la cellule. Donc, alors que quelque chose qui fait, je vais vous dire, 1 millimètre, on va l'ingérer, mais il y a de grandes chances qu'on le relargue. Donc, ça peut peut-être perturber les bactéries de notre tube digestif. Ça peut peut-être faire des petites inflammations au niveau de l'intestin, ça je dis pas. Mais au-delà de ça, le fait que ça passe dans le cerveau, tout ça, je pense pas. Par contre, les nanos, on peut se poser la question. On peut se poser cette question des effets sur la santé à plus long terme. Et donc, juste pour vous dire, on a eu cet article en mars de l'année dernière, donc un journal prestigieux, qui dit on est exposé à des microplastiques et en fait, ça double l'incidence d'avoir soit un AVC, soit une crise cardiaque. Et finalement, quand on discute avec les gens qui font des analyses des microplastiques, ils nous disent attention, ils ne peuvent pas savoir si ce qu'ils ont mesuré, c'est du polyéthylène ou si c'est des lipides. Lipides, c'est du gras. Hein. Et donc, parce qu'en fait, c'est la même chose. Au niveau analytique, ils ne savent pas faire la différence encore maintenant, en fait, au niveau des systèmes de détection, si c'est du gras ou si c'est du plastique. Et donc, c'est pas du tout la même chose de dire vous avez un doublement de risque d'avoir un AVC ou si vous êtes exposé à des microplastiques ou si vous avez mangé trop gras. Parce que ça, c'est déjà connu. Vous voyez la différence. Donc il faut faire attention encore, on est vraiment au balbutiement là. J'ai l'impression qu'on se retrouve comme ce que je vous ai dit tout à l'heure à la conférence de Wingspread où il y avait tout à faire. On est dans un moment où on se dit finalement les micro et nanoplastiques, tout le monde en parle, mais finalement on n'a pas encore même... Alors, bien sûr il y a des gens qui sont spécialistes, moi je ne le suis pas, mais au niveau de l'analytique, quoi. Au niveau vraiment des outils qu'on doit utiliser pour pouvoir être sûr de ce qu'on avance. En tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on est exposé. On a, donc vous avez vu, depuis cette année, on a des filtres. Donc toutes les machines à laver vont être équipées de filtres pour microplastiques à partir de janvier 2025. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des fibres synthétiques. Hein, la majorité de nos habits sont faits en fibres synthétiques qui sont des plastiques. Et on se rend compte qu'avec l'action mécanique du tambour de la machine, on a une partie qui se retrouve dans les eaux. Finalement, après, dans les rivières, ça peut se retrouver dans les blins de floculation, ça peut se retrouver après sur les champs sur lesquels vous cultivez les fruits et légumes. Donc, ma recommandation, c'est de dire que vous avez beaucoup moins de ces produits microplastiques quand vous avez des aliments bruts. Donc, bien sûr, si vous rajoutez tout ce qui est transformation de l'aliment avec des additifs, et si vous rajoutez un packaging par-dessus, en plastique, et après que vous le réchauffez au micro-ondes qui augmente la production et la migration de ces produits, bien sûr, vous maximisez les risques. Okay. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les produits qui sont emballés, voilà, vous avez un yaourt, en fait, il y a plus de 10 000 substances qui vont composer le packaging du yaourt. Tout ne va pas aller dans votre aliment, je vous rassure, et vous n'allez pas manger votre pot de yaourt. Mais quand même, c'est quand même fou de se dire qu'on a plus de 10 000 substances chimiques qui peuvent composer un pot de yaourt en papier. Ceux qui sont en plastique, non. Et puis je vous laisse juste avec le fait que on a là, pour le coup, ce sont mes projets, on a l'évaluation des microplastiques dans les eaux de rivière européennes, donc c'est
quelqu'un qui est parti le 1er mai 2023 de Varsovie et qui a ramé jusqu'à Paris. Donc il est arrivé le 18 juin 2023, donc ça lui a mis un mois et demi. Et il a collecté à différents endroits de son parcours de l'eau, des rivières. Et donc on est en train d'analyser, donc on a déjà analysé est-ce que ça perturbe ou pas les hormones. Et donc oui, je peux vous dire que toute la fin du parcours, donc la France, la Belgique, c'est plus pollué qu'avant. Mais par contre, au niveau microplastique, on n'avait pas encore les outils, donc là, on s'est mis avec des gens qui font ça. J'ai un étudiant qui s'intéresse aux collections. Donc, vous savez, on est au Muséum national d'histoire naturelle, donc on a des collections de vertébrés, d'invertébrés, donc du formol. Et donc, en fait, là, on se pose la question, à quel moment est apparu le plastique, en fait ? Est-ce qu'on est capable de regarder dans les collections qui avaient été faites dans les années 40, 50, 60, 70, à quel moment on voit une apparition du plastique ? Et on s'intéresse au concombre de mer, parce que c'est un brouteur, en fait, le concombre de mer, il mange les sédiments. Et donc, ça va nous permettre de savoir si oui ou non on a eu du plastique et à quel moment. Et puis on s'est intéressé aussi, et je vais vous laisser quand même avec une bonne nouvelle, parce que je pense que je vous ai donné beaucoup de mauvaises nouvelles, donc je vais vous laisser avec une bonne nouvelle. Moi j'ai une ANR qui s'appelle Polysafe, et le but c'était de regarder les contenants alimentaires. Vous savez peut-être que depuis le 1er janvier 2025, dans les cantines scolaires en France, nous avons l'interdiction d'utiliser du plastique pour réchauffer les aliments. Donc ça a été la loi Egalim qui a été annoncée en 2018. Certains professionnels ne sont toujours pas prêts en 2025, donc il y aura cette année qui va être plutôt blanche parce qu'on laisse encore les gens. Et donc dans cette ANR, nous on voulait dire, on ne va pas refaire la même bêtise qu'avec le bisphénol A. On a interdit le bisphénol A en 2015 et finalement on a mis un autre produit à la place qui est le bisphénol S ou F, et on se rend compte 10 ans après que c'est pas mieux. Donc on s'est dit là, on va nous proposer, j'en étais sûr, de la cellulose avec un film plastique, mais si le problème c'est le plastique, finalement ce qui est en contact avec l'aliment, ça reste du plastique. Donc du coup, là on réfléchit en termes de quantité de plastique dans l'environnement. Moi je m'intéressais plutôt à l'impact de le matériau en contact avec l'aliment. Et donc on a testé des compartiments en cellulose et on a testé l'inox et le verre. Je vous la fais courte. Ce qui ressort comme le plus problématique, c'est de la cellulose avec les liners. Et donc le polypropylène, celui qu'on avait testé, eh bien, finalement, il n'était pas si mauvais que ça, le plastique, mais bon, on ne l'avait pas testé peut-être très longtemps. Mais vous voyez, ceux qui s'allument quand même, pour nous, ceux qui sont problématiques, ce sont la cellulose. Et donc, juste pour la bonne nouvelle, le ministère de l'Agriculture a donc donné des directives aux professionnels de santé, aux professionnels des cantines scolaires. Et donc ça a été publié en octobre 2024, donc un petit peu tard, j'avoue, pour faire des recommandations. Et donc vous voyez que les matériaux conformes pour les cantines, eh bien, c'est l'inox, c'est le verre, c'est la porcelaine et la céramique, mais tout pour les types cellulosiques, jusqu'à preuve du contraire, il demeure une incertitude sur l'absence totale de plastique. Donc ce n'est pas accepté. Donc c'est déjà une bonne chose de se dire que finalement, on a appris de nos erreurs et on ne va pas mettre sur et utiliser à grande échelle quelque chose qui n'est pas encore bien testé. Et donc le ministère de l'Agriculture a pris vraiment une position qui est assez forte, parce que je peux vous dire qu'il y a des cantines, ça passe pas, quoi. Ils se disent, mais moi j'ai plus de cuisine, comment je vais faire ? Ça demande vraiment une nouvelle logistique. Revenir à l'inox, c'est compliqué parce qu'il faut laver, parce que c'est lourd. Les personnels de cantine ne sont pas contents. Donc ça passe pas comme une lettre à la poste, mais c'est une position assez forte qui est basée sur, finalement, quand on essaie d'expliquer aux gens, mais c'est pour protéger peut-être les futures générations d'une pollution chimique, ça, il y a beaucoup de polluants, on ne peut pas s'en prémunir, mais ceux-là, on peut. Donc faisons-le. Donc là, ils comprennent. Donc voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Je me dis c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis on peut discuter encore. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Baptiste. On va passer aux questions. Ça démarre. Avec la bonne nouvelle. Bonsoir, oui, et merci de votre intervention. Donc, au final, le plastique ou nanoparticules de plastique qu'on ingère, oui. Est-ce qu'on l'élimine ou est-ce qu'il se stocke ?
Alors, tout va dépendre de la taille. Donc, ce que je vous disais, si vous avez quelque chose qui dépasse la taille de ce que vous pouvez passer dans votre intestin, ça va passer. Et donc, les seuls effets qu'on peut suspecter sont des effets de perturbation de votre microbiote, donc de toutes les petites bactéries qui nous aident quand même beaucoup, ou des inflammations. C'est-à-dire que des inflammations chroniques avec quelque chose qui va faire des petites coupures dans votre intestin, au bout d'un moment, ça peut amener à une maladie au niveau de l'intestin. Les nanoplastiques, là, ils peuvent passer. Et il y a des études, alors chez l'homme, c'est pas avéré, mais chez la souris, vous donnez des nanoplastiques à une souris, ça se retrouve dans le cerveau. Donc ça passe même la barrière hémato-encéphalique. Donc on a une accumulation qui peut se faire. Est-ce que cette accumulation induit un effet sur la santé? Ça, je ne peux pas vous répondre. Mais en tout cas, il y a de grandes chances que oui, puisque c'est visible chez la souris. Donc chez l'homme, pour l'instant, on n'a pas encore un nombre de preuves, mais je pense que ça va arriver. Oui, merci. En fait, quand même, globalement, c'est inquiétant de voir cette augmentation exponentielle des pollutions. Est-ce que parallèlement, il y a des chimistes peut-être qui ont fait des recherches sur des possibilités de chélation, comme on a pour les métaux lourds? Oui, tout à fait. Alors, ces études-là sont faites à la fois pour les plastiques, donc de savoir si on peut avoir une vraie biodégradation et pas juste une fragmentation. Parce que la fragmentation d'un plastique en plein de petits plastiques, vous restez avec le problème que c'est un plastique. Par contre, si vous arrivez à trouver une bactérie qui finalement intègre le plastique et fait du CO2, bon, ça fait un peu de gaz à effet de serre, mais ensuite refait de la matière organique, là on est sur quelque chose qui est vraiment dégradé. Et ça existe. Donc pour les microplastiques, oui, enfin nanoplastiques, ça existe. Après, vu la quantité, vous savez, je vous ai dit 460 ou 440 millions de tonnes par an, c'est une benne par minute qui est jetée à la mer. Donc ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, quand on veut se dire on arrête et on essaye de dépolluer, quand vous avez une fuite d'eau chez vous, le premier truc que vous faites, c'est vous couper l'eau. Mais là, on est en train de nous dire il faut finalement dépolluer, retirer et trouver une solution. Mais par contre, on continue à produire et on produit encore plus. Donc on marche un peu sur la tête, pour moi. Concernant les produits chimiques, ça existe. Donc on a des chélateurs de phtalates. Donc on est capable finalement pour certaines catégories de produits chimiques, on est capable de le faire. Pour les perfluorés aussi, vous avez vu, on a des méthodes qui nous permettent de dépolluer les sols et de dépolluer l'eau. 100 milliards par an. Au niveau de la santé, c'est-à-dire au niveau... je ne comprends pas la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par au niveau de la santé? Pour dépolluer notre sang ou notre... oui, alors vous pouvez déjà, moi ce que je disais à chaque fois, c'était de varier les toxiques. Il faut varier l'alimentation parce qu'on a des toxiques différents, donc non, mais c'est pas une blague en fait. On est capable du coup d'entraîner notre système à combattre plusieurs types de polluants. Et puis surtout, vous accumulez pas toujours le même type de polluants. Et puis après, le fait de manger bio, en fait, vous éliminez petit à petit. On accumule. Ok, on accumule. Quand vous avez une perte de poids, vous avez une remobilisation de certains de ces produits dans votre sang. Mais si vous n'avez pas une grosse perte de poids d'un coup, en fait, comme on peut avoir après une chirurgie bariatrique, normalement, ça se passe plutôt bien. Vous allez avoir, par exemple, un relargage de certains perfluorés, puis vous allez les éliminer. Donc, le fait de maigrir peut aider à retirer une partie. Le fait de jeûner, le fait de manger bio, tout ça, ça évite en fait une partie de notre exposition à certains produits. Le fait de dépolluer son air aussi, d'ouvrir et d'aérer. En fait, c'est toutes les recommandations qu'on fait assez régulièrement. Aérer 10 minutes par jour, ne pas utiliser d'encens. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ne pas réchauffer au micro-ondes, tout ça. En fait, on ne peut pas retirer forcément ce qu'on a, mais on peut éviter d'en accumuler plus. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une question là-bas. Oui, du coup. Oui. Oui. Merci. Oui. Merci pour votre intervention. Je voulais revenir. Oui, merci pour votre intervention. Je voulais revenir sur la problématique
des 1000 jours Oui. dont vous avez parlé, qui est quand même un sujet très important, et savoir si au niveau du ministère de la Santé, on avait prévu des campagnes d'information pour les femmes prégnantes. Oui. Et les générations suivantes. Ça faisait partie du... donc on a un plan national santé-environnement, donc le PNSE 4, qui avait prévu de faire de l'information par rapport à ça. Ça a été fait, hein, donc il y a le site des 1000 premiers jours qui existe, vous avez de l'information. Après, au niveau des professionnels de santé, je pense aussi, mais je ne suis pas sûr que ça vienne du ministère. Et on avait la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens 2, il va y avoir la 3 je pense, ça n'a pas été encore annoncé mais je pense que c'est dans les tuyaux, dans lesquels on avait aussi un des axes qui était l'information du grand public. Et donc ça fait partie bien sûr des choses à mettre en avant. Le fait est que nous, on a des sujets de recherche sur aussi la carence en iode. En fait, on est exposé à des produits chimiques qui vont stimuler pour qu'on produise, pour pouvoir avoir le bon niveau. Vous voyez, on a besoin d'avoir de l'iode. Et finalement, si on est en carence d'iode, comme quasiment toutes les femmes enceintes, quasiment tous les Français, mais c'est encore plus marqué pour des femmes enceintes, eh bien, on peut peut-être avoir des effets aggravants. Donc, on est en train de s'intéresser à des multi-expositions. Est-ce que le réchauffement climatique plus l'exposition à des chimiques, c'est pas aggravant? Enfin, on est en train de se poser ce genre de questions. Donc ça, malheureusement, ils ne peuvent pas encore communiquer dessus. Mais voilà. Je voulais juste terminer sur une note d'humour. Il ne faudrait pas qu'on se mette à faire trop maigrir les gens, parce que sinon, dans l'environnement, on va se retrouver avec beaucoup de perturbateurs endocriniens. C'est vrai. Oui. Excusez-moi, madame, on va prendre la question ici, puis après je viendrai... Je répéterai la question après, oui. Bon, je vous remercie. Oui, je voulais dire à ce monsieur tout à l'heure, à propos de l'élimination de ces perturbateurs endocriniens qui sont accumulés dans notre corps, il y a quand même des chélateurs. Dans le domaine des radioéléments, on utilise par exemple la spiruline et les algues comme l'algue kombu qui sont utiles pour éliminer. Alors je ne sais pas si ça peut éliminer les perturbateurs endocriniens. Oui, merci. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il avait été prouvé que dans une perturbation endocrinienne, la mère n'avait pas été touchée alors que l'enfant avait été touché, oui. Et même sa descendance. Oui. Pour le Alors la décibel. question que je me pose, c'est est-ce que les perturbateurs endocriniens, ils peuvent modifier l'ADN? Sinon, comment expliquer que ça se soit transmis à la descendance? Alors, donc ça ne modifie pas l'ADN, les bases de l'ADN, parce que sinon ça s'appellerait une mutation. Oui, voilà. Et donc du coup, ça serait mutagène et ça serait une autre catégorisation. Par contre, vous savez, on a ce qu'on appelle l'épigénétique. Et l'épigénétique, c'est par exemple quand vous avez un livre de recettes que vous utilisez ou qui vous est transmis par votre grand-mère, sur lesquels vous avez des annotations à la main, parce que c'était tel type de matériel, c'était pas 50 grammes, mais c'était 15. En fait, et c'est des choses qui sont annotées à la main. Et en fait, ça modifie légèrement la recette initiale. C'est la même chose avec l'ADN. En fait, vous avez des marques qui sont faites sur l'ADN et qui sont des histoires de votre vie. Donc votre vie à vous est marquée au niveau de l'ADN, et une partie de ça peut être transmise à la descendance. Donc quand il y a des événements traumatisants, ça peut être transmis à la descendance, alors qu'on ne modifie pas finalement la lecture, mais par contre, il y a des post-it, il y a des petites annotations qui ont été faites. Merci, professeur Fini, pour cet exposé. Il était incroyable, un peu embêtant au vu du nombre de questions qu'il a induit sur mon papier. Je vais me permettre de vous en poser deux, s'il vous plaît. Il y a celle de la relation dose-effet non monotone que vous avez abordée en début de présentation en nous disant qu'il ne faut pas la généraliser. La toxicité à des plus faibles doses, sauf qu'en termes de gestion, un toxique à de plus faibles doses, à faible dose, on ne le gère pas comme un toxique à seuil de dose. Dans un cas, on peut diminuer l'exposition, ça diminue le risque. Dans un cas, en diminuant l'exposition, on peut augmenter le risque. Est-ce que vous avez une idée de si, dans les perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose de tout à fait à la marge, ou est-ce que ça peut représenter une bonne part des PE? Et ma deuxième question, c'était, parce que je crois que vous travaillez, ou vous connaissez Barbara Demenex, le test Watchfrog. Est-ce que c'est quelque chose, j'en ai entendu parler il y a des années, est-ce que ça s'est développé? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un référentiel OCDE? Est-ce que c'est... Voilà, merci.
Alors, je vais commencer par la deuxième question. Donc, Barbara Demenech, c'était ma directrice de thèse. Donc, le test dont vous faites allusion, c'est le test Xeta, je vous ai montré avec les petits tétards qui s'allument là. Et donc, c'est ce que j'ai fait pendant mon doctorat, en fait. Donc, oui, c'est un test OCDE. Et l'entreprise Watchfrog, qui a été créée à partir de ça, en fait, a développé de nouveaux tests. Donc, ils sont maintenant capables de détecter des perturbations des hormones sexuelles, œstrogènes, androgènes, et aussi la différenciation, justement, sexuelle, la réversion sexuelle. Donc, oui, je connais, oui, le test est utilisé, et oui, ce sont des référentiels OCDE. Concernant la question des seuils, en fait, il y a la biologie, il y a ce que donc, on nous enseigne, ce que je vous dis, et puis, il y a la réalité de la législation. La législation nous dit qu'il nous faut un seuil. Donc, il se base sur un seuil qui est une étude de cas, une étude de risque par rapport aux événements de santé qui sont rapportés dans les études épidémiologiques par rapport à des études qui sont faites sur animal. Et on va prendre la plus petite dose et on va appliquer des facteurs de sécurité qui sont on n'a pas assez de données, on transpose de l'animal à l'homme, etc. Et on arrive à avoir une valeur toxique de référence. C'est comme ça qu'on travaille. Depuis 2022, on a aussi, au niveau de la législation européenne, le fait que, et c'est la seule, il n'y a qu'en Europe qu'on a ça, on se base sur le danger et pas sur le risque. Donc là, ce que vous comprenez par là, c'est que quand vous avez un lion c'est dangereux. Okay, potentiellement, il peut vous manger. Donc ça, c'est le danger. Le produit chimique, donc, qui est donc un lion en cage, le risque d'être mangé, il est de 0. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas exposé, vous avez quelque chose qui vous protège. Donc le risque, il dépend de votre exposition à ce danger. Si vous croisez jamais, si par exemple vous avez peur des requins, vous ne mettez jamais un pied dans l'eau, votre risque, il est de 0, vous ne serez jamais exposé puisque vous n'allez jamais nager dans la mer. Vous comprenez ? Le danger existe, mais le risque, ça dépend de l'exposition. L'Europe a dit, étant donné ces histoires de doses monotones qui n'existent pas forcément, eh bien on va se baser sur le danger. C'est-à-dire que conceptuellement, philosophiquement, on se dit, quand une molécule pose problème, on ne l'utilise plus. Ça, c'est la théorie, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de molécules qui sont déjà sur le marché. Et donc, on se base quand même sur des seuils. Et même si on se dit, on fait une évaluation sur la base du danger, eh bien, à la fin, on a quand même une exposition qui arrive et on se base sur des valeurs d'exposition. Donc, finalement, il y a une théorie qui est dissonante par rapport à ce qui est vraiment utilisé. Mais dans l'absolu, en fait, les États-Unis ne comprennent pas du tout qu'on puisse se baser et qu'une réglementation européenne puisse se baser sur un danger qui veut dire juste si vous considérez que cette molécule est dangereuse, on ne l'utilise plus. Et donc, on n'a même plus le droit de l'utiliser. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé avec le bisphénol A, qui a été interdit là au mois de décembre 2024 en Europe pour les contenants alimentaires. En France, on l'avait fait en 2015, pardon. Donc ça fait 10 ans que la France avait pris cette position-là. Et l'Europe avait dit à l'époque, non, il n'y a aucun problème. Finalement, 10 ans après, ils font la même chose. Et donc ça vient de ça, en fait. Ça vient du fait qu'ils se sont rendus compte que finalement, on a des problèmes d'immunité, on a des problèmes avec ces molécules-là, et on ne peut pas se baser sur une exposition pour certains produits. Donc les phénols en font partie, quoi. Oui. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée parce que Jean-Baptiste va devoir sauter dans la voiture. Zoup. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ouais, je voulais juste... Je crois que tu les as. Non. Ouais, simplement vous dire qu'on a un événement... Merci beaucoup Jean-Baptiste. On a un événement, une projection débat sur l'agriculture régénératrice au Palais des Congrès qui arrive le mardi 4 février au soir à 19h. Ce sera de 19h à 20h30 à peu près. Et donc voilà, on aura une projection inédite de ce film Common Ground qui va nous montrer un petit peu comment on peut mettre en place cette agriculture régénératrice et notamment sur des grandes cultures. Et puis après, on aura une table ronde débat avec des agriculteurs ici, drômois, et des chargés de projet qui s'occupent de la mise en place d'agriculture régénératrice. Voilà. Donc venez nombreux. Ah oui, et il y a la prochaine évidemment, le 12 février, vous aurez pollution de l'air et chaleur ambiante. Quels effets sur le développement de l'enfant ? Voilà, merci à tous et une excellente soirée.